Je suis Thierry Delièvre, je suis le référent de la discipline Aïto au sein de la Fédération française de karaté. Dans le département du 78, donc dans les Yvelines, nous avons 4 clubs. Maurepas, Poissy, Versailles et Bonnet en fait. Donc ces 4 clubs qui sont animés plusieurs fois dans la semaine et regroupent tous les aspects qu'on a dans le Aïto. La partie sportive avec les phases de pied-point, les phases de projection, de travail au sol. Nous avons la partie self-défense, bien entendu, avec le bâton de défense qui est enseigné aussi. Des clubs développent aussi la partie enfant. Dès 4 ans, on commence à apprendre les enfants maintenant au Aïto. Nous avons aussi la self-défense féminine qui est développée. Et le projet est de s'adresser aussi aux handicapés moteurs à terme. La discipline Aïto regroupe aussi une partie pour les enfants. On leur fait travailler la motricité, en fait, tout un tas de petits jeux qui leur permettent de pouvoir s'accroupir, se mettre sur le dos, partir en tailleur, des travails d'opposition aussi et de jeu. On leur apprend les règles et aussi à rester concentrés si possible. Donc les séances sont assez courtes, on est sur des séances de 45 minutes maximum, et ce qui permet de les préparer gentiment à des phases de pied-point, de grappling, d'amener au sol, de contrôle au sol. Mais à cet âge-là, en fait, on fait attention à ce qu'ils ne travaillent pas articulairement. En fait, Il y a quand même un danger. Au fur et à mesure des séances, en fait, on les amène à la confrontation, à des amener au sol avec une poursuite. Dès le premier âge, en fait, ils apprennent à frapper, à avoir une transition en même temps pour amener au sol et contrôler. Ce qui n'est pas évident pour quelqu'un qui a pratiqué que le pied-point dans un premier temps et puis après qui se met à faire du sol. Ou le judoka qui va faire que du judo puis un jour va se mettre à faire un peu de pied-point. Là, la discipline regroupe les 3 dimensions. Phase de projection, phase d'amener au sol et poursuite éventuellement sur des coups de poing, des coups de pied. Romain Fèvre de l'Aïto Poissy dans les Yvelines, l'association Les Cocards. On vient de la boxe anglaise à la base, on est venu à l'Aïto un petit peu par curiosité d'évoluer un petit peu dans les techniques de combat et professionnellement par la self-défense et les techniques de bâton. On reste quand même sur notre base de boxeurs, donc là avec nous, il y a nos boxeurs plus ceux des autres clubs de l'Aïto. Petit atelier pied-point sur de la vitesse de réaction, donc avec des chassés et des frappes remisées en explosivité. Des camarades qui sont au sac, donc un peu plus de puissance. On a utilisé les nouveaux ateliers qui nous permettent de parfaire nos techniques de boxe anglaise. C'est vraiment super, ils viennent de recevoir ça, donc on a pu les essayer aujourd'hui. On les remercie d'ailleurs de nous avoir mis à disposition. Donc là, on vient de voir les projections, donc sous forme sportive et plus tard sous forme self, applicable à l'extérieur. Le but en sportif de faire chuter l'adversaire, ça va pouvoir attaquer une nouvelle dimension, c'est-à-dire le sol, ce que vous avez déjà vu en atelier. On va pouvoir mettre des percussions selon le critère du combat qu'on mettra, avec ou sans percussion. Et c'est là tout l'intérêt de savoir faire des projections sportives, c'est qu'il va falloir très rapidement saisir l'adversaire et le déstabiliser avec ou sans percussion. C'est là où tout le travail se fait. Ensuite, pour l'extérieur, on va vraiment réfléchir sur les projections puisque vous avez du mobilier urbain, vous avez des gens, vous avez des voitures, donc on ne peut pas s'amuser à faire tout type de projection. Les projections en sacrifice, par exemple, on va éviter de le faire à l'extérieur, ce sera vraiment en dernier recours. Le fait de réellement travailler les projections permet aux élèves de pouvoir s'épanouir en sport de combat, en sport loisir ou en self-défense, et d'être toujours efficace dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, dans le club Aïto Maurepas, on travaille sur un atelier sol, donc technique de soumission au sol, à partir d'un contexte de frappe. On se met dans la position garde fermée, un adversaire est dessous, et entre ses jambes, il maîtrise, il contient son adversaire, ici c'est un partenaire naturellement. À partir d'une frappe type coup de poing direct arrière, direct du bras arrière par exemple, je demande au partenaire qui est dessous d'absorber son partenaire et d'enlever sa tête, c'est-à-dire de sortir de l'axe de frappe, ce qui est finalement très très classique en combat debout. Et à partir de ceci, on va travailler la prise du dos, c'est-à-dire décaler les hanches, c'est le mouvement un des plus classiques en jiu-jitsu brésilien, donc une langouste, décaler les hanches, faire un pendule avec les jambes pour pouvoir atteindre le dos. Donc on va changer de position, on va partir d'une position qui est moitié-moitié, l'adversaire du dessus peut passer la garde ou peut soumettre, et l'adversaire du dessous par contre va chercher à soumettre. Donc d'une position qui est relativement neutre, moitié-moitié,
qui n'avantage personne, je vais tenter de gagner une position qui m'avantage quand je suis en dessous. Donc c'est typique de ce qu'on peut voir en MMA, en technique de soumission en MMA, et c'est aussi ce qu'on travaille en atelier self-défense dans les clubs des Yvelines. Alors l'atelier que je vais présenter, moi, c'est sur les armes qu'on utilise à l'Aito, le bâton, la canne française ou le tonfa, voire même tout ce qui va être armes plus classiques comme le couteau. Je vais d'abord faire un petit rappel, c'est que les armes sont régies par la loi, à savoir qu'elles sont interdites de port et qu'elles sont en restriction par rapport à leur mode de transport. Donc là, on est dans un club sportif, on bénéficie de toute l'antériorité des armes comme le tonfa qui vient d'Okinawa, même de Chine, et on va donner une pluralité d'expériences acquises aux élèves et leur montrer une vue d'ensemble de tout l'outil de travail. Donc là, on va devenir un outil de travail. On va pouvoir faire de l'offensif, donc venir faire des attaques, ou du défensif, comme on peut voir derrière moi. Ça va nous permettre de voir trois choses avec l'arme. Si on est en défense avec l'arme, comment va se comporter le corps? Est-ce qu'il va y avoir une réaction? Est-ce que je vais être obnubilé par le fait de tenir l'arme? Est-ce que je vais avoir une réaction de peur et ne plus pouvoir faire? Ou au contraire, me l'approprier, voir comment je vais utiliser mes vecteurs supérieurs et inférieurs pour répondre à soit une menace, soit une défense, tout dépendra de l'exercice. Et après, le fait d'avoir acquéri cette expérience et d'avoir intégré l'arme dans notre propre développement et dans notre forme de corps, ça va être pouvoir adapter et d'aller jusqu'à utiliser par exemple un téléphone, aller utiliser une bouteille d'eau, des clés, et là aller dans une application de self-défense. Donc là, on a fait toute la partie self-défense. La particularité en fait de la self-défense, lorsqu'on a travaillé dans la salle, au dojo, que ce soit les parties sol ou les parties pieds-poings, on a appris toute une partie qui est très sportive, très théorique, très musculaire, très découverte de son corps. Lorsqu'on est en situation d'être agressé à l'extérieur, il va se passer qu'on va être en situation de stress. Il va se passer qu'on ne saura pas qui est notre adversaire. C'est pas évidemment que c'est pas du tout comme un ring où notre adversaire sera à votre poids et à votre niveau. Donc du coup, on ne sait pas s'il n'y a pas plusieurs adversaires, on ne sait pas s'il est armé et autres. Et donc il va falloir arriver à utiliser tout ce qu'on a appris de théorique dans le club, dans le dojo, à l'appliquer maintenant dans la réalité. Et pour pouvoir l'appliquer, évidemment, il faut qu'on soit en situation réelle. Et ça a été prouvé effectivement scientifiquement que autant on va pouvoir travailler les situations qui se rapprochent du réel parce qu'on est auprès d'une vraie voiture, parce qu'on est vraiment à l'extérieur. On va aussi travailler avec des plastrons où on va vraiment se retrouver être agressé par exemple. On va travailler aussi le soir en hiver pour pouvoir être dans la pénombre et comprendre ce qui se passe lorsqu'on est en manque de lumière. On va pouvoir travailler aussi avec des fumigènes, on va travailler avec différents accessoires. Et l'idée en fait c'est se retrouver à créer pour de vrai une situation qui va ressembler à la réalité pour comprendre effectivement les difficultés qu'on a à être dans l'herbe, à être bien habillé, à être en talons lorsqu'on est une femme, à devoir avoir des bijoux, etc. Chose qu'il n'y a pas lorsqu'on est en kimono, mais aussi à travailler sur ce stress. Donc souvent on travaille la self-défense en ayant fait beaucoup d'exercices avant pour que l'adrénaline soit très haut et qu'on soit en ce stress. C'est un exercice très particulier la self-défense puisqu'on va se rendre compte qu'on va très peu utiliser ce qu'on a appris dans le dojo, mais qu'on va l'utiliser de manière extrêmement efficace et on va l'utiliser en priorité, ce que l'on maîtrise absolument. Premier travail sur le stress par des mises en situation. Donc la partie dojo devient très théorique et la partie extérieure ou la partie self-défense va devenir effectivement un rapprochement au maximum de la pratique pour pouvoir reprendre cette confiance en soi nécessaire qui va nous permettre de nous défendre en cas d'agression non prévue à l'extérieur. Comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, lorsque vous êtes agressé à l'extérieur, la plupart du temps, les agresseurs sont plus nombreux que vous. Ou ils se jugent physiquement plus forts que vous, ou au contraire, ils vous attaquent par effet de surprise, donc une attaque par derrière. Lorsque vous êtes attaqué, vous n'êtes pas en survêtement, vous n'êtes pas en jogging, vous n'êtes pas en forme. Lorsque vous êtes attaqué, vous êtes bien habillé, vous allez à une soirée, vous n'avez pas envie de faire du mal à vos vêtements. Et c'est à ce moment-là où vous êtes vulnérable. Et donc c'est à ce moment-là où effectivement le stress fait qu'il y a plein de choses auxquelles on pense, et parfois justement, on réagit mal et l'objectif de la self-défense est de travailler dessus. Il y a un autre volet très important pour la self-défense, c'est toute la partie légale. Parce que c'est autorisé en France d'utiliser les sports de combat dans un environnement d'autodéfense, mais dans un cadre strict de la loi, où justement on est en situation d'autodéfense. Donc pas pour agresser évidemment, mais aussi de manière proportionnée et attendue par rapport à une agression que l'on reçoit. Et donc en self-défense, on enseigne aux élèves cette loi pour qu'ils sachent à quel moment, jusqu'où ils peuvent aller dans la self-défense, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, pour qu'ils sachent effectivement, comme là on travaille sur le vol de voiture,
voiture, faut savoir qu'au niveau de la loi, si votre intégrité physique n'est pas attaquée, vous n'avez pas le droit de répondre violemment à quelqu'un qui veut voler votre voiture. C'est un élément très important à savoir. Il peut y arriver effectivement des gens qui sont agressés et qui malheureusement le jour du procès se retrouvent en victime, parce que l'agresseur lui connaissait la loi, et se retrouvent en victime parce qu'ils ont réagi de manière disproportionnée ou inadaptée à l'agression qu'ils ont eue. Que ce soit dans le vol d'une voiture ou d'un scooter, ou que ce soit même lors d'un cambriolage. Donc tous ces éléments, effectivement, on amène les élèves à en prendre conscience, à comprendre le cadre légal, à comprendre le cadre de la gestion des situations de stress, qui va accompagner tout l'apprentissage qu'ils ont eu en dojo. Donc voici un travail de RCT, donc renforcement cardio-technique. Ces exercices nous permettent un renforcement aussi bien mental que physique, une montée de cardio, une gestuelle technique et une condition physique au-dessus du lot. Au niveau cardio, vous voyez, on a des exercices vraiment qui mobilisent les jambes et le haut du corps, aussi les abdos. On a plus au bout des exercices de boxe qui permettent de simuler le combat au niveau technique, travailler la gestuelle, le renforcement avec des exercices de poids pour développer le côté musculaire, la fatigue aussi qui est importante, user le muscle, ça permet de le renforcer, le dépassement de soi qui permet de se dépasser à chaque fois. C'est pas se mettre en échec mais presque. On se dit qu'on fait 5, la prochaine fois on peut faire mieux, donc c'est que en continuant à travailler. Et ça permet de se dépasser les fois suivantes. 5, 10, on remonte pour qu'à la fin, on a vraiment explosé son record. On rajoute depuis quelque temps des étirements à la fin des séances de sport. Son utilité permet le retour au calme, contrôlé, la détente et le bien-être. Un effort sportif intensif est un stress au niveau du corps et ce stress fait qu'il y a des changements physiologiques qui s'opèrent. On observe une augmentation des rythmes cardiaques et respiratoires pour augmenter l'apport d'oxygène au niveau de la masse musculaire et des organes vitaux. Plus intérieurement, il y a un jeu de flux sanguin qui s'opère aussi par la vasodilatation ou de la vasoconstriction. Il y a aussi également le foie qui va libérer le glucose pour aller nourrir les muscles. Le fait que les muscles bougent de façon plus intensive, ils vont créer à ce moment-là des déchets, dits des toxines, ce qui va créer l'acide lactique, qui crée ensuite également ce qu'on appelle les courbatures. L'intérêt de ces étirements, c'est de pouvoir faire redescendre l'organisme au calme, reprendre un rythme normal. Pour ce faire, on va cesser tout mouvement corporel, on va respirer amplement, de façon profonde, et petit à petit, le corps va se calmer, la température va redescendre. À ce moment-là, les muscles vont pouvoir se détendre et on va ainsi pouvoir passer aux étirements et musculaires et ostéo-articulaires. Ces étirements peuvent se faire de façon individuelle, mais on peut aussi les pratiquer en binôme. L'intérêt de pratiquer en binôme, c'est qu'on va se retrouver avec un rôle de receveur et un rôle de donneur. Le rôle de donneur va être de se détendre un maximum, bien évidemment, et de devoir ressentir les tensions du partenaire ou la relaxation, puisqu'il y a des gens qui sont très relâchés. Et ça va lui permettre aussi également de pouvoir apprendre à écouter son propre corps et de sentir lui-même ses propres tensions. Une chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que le receveur est très réceptif aux tensions du donneur. Donc il faut vraiment se relâcher. Et une petite phrase toute simple qui explique tout, ce que l'on donne, on le reçoit. Vraiment respecter le corps du partenaire. On prend cette mesure très pleinement dès lors où on change de rôle et qu'on devient receveur à son tour. Là, on voit bien comment c'est important de respecter vraiment le corps et les tensions de l'autre. Quand on est receveur, le but, c'est de se relâcher un maximum. Et donc là vient la confiance. Et si on veut profiter pleinement de ces étirements, c'est vraiment d'être le maximum relâché. Donc l'intérêt, après le sport, de faire un quart d'heure, 20 minutes d'étirement, ce retour au calme, ce retour à la normale, et la descente de température corporelle va permettre de respecter justement le processus de sudation qui se met en route, qui est là pour gérer la température qui augmente pendant l'effort. Et de ce fait, une fois qu'on a fait une séance de sport, très logiquement, on va prendre une douche. Ce temps d'attente pendant la relaxation permet de ne pas aller prendre une douche tout de suite et d'éviter éventuellement un choc thermique. Donc là, le corps est revenu à température à peu près normale. Il est possible d'aller prendre une douche derrière, une douche tiède plutôt. Et à ce moment-là, si on a vraiment besoin de se rafraîchir, de prendre une eau un peu plus fraîche, mais uniquement de doucher les membres inférieurs. Ça a un effet anti-inflammatoire et en plus vasoconstricteur, ce qui est très bon pour les vaisseaux sanguins et les veines. Dernière chose aussi importante, c'est l'hydratation.
Il est important de s'hydrater tous les jours, bien évidemment, puisque le corps est essentiellement constitué d'eau. Mais par contre, de boire très régulièrement dans la journée, par petites gorgées, est beaucoup plus hydratant que de boire de temps en temps et des grands verres d'eau d'un seul coup. Donc, de boire tranquillement dans la journée permet au corps d'éliminer, de drainer les toxines continuellement. Et en plus, ça fatigue moins les reins, qui font leur travail tranquillement. Au lieu de travailler énormément, intensivement, au moment où on va boire un grand verre d'eau. Et voilà.